Donc ouais, Mathis, je vois que alors, les gens qui nous écoutent ne voient pas, mais comme d'habitude, hein, on peut toujours revenir à jeter un œil à YouTube. Je vois que t'as un Ouais, beau t-shirt Reaching Sports. Donc, exactement. est-ce que tu peux, on va parler de toi, on va parler de ton parcours et de plein de choses et du coup du sujet central, mais on va commencer avec ce qui est visible, ce beau logo Reaching Sport. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est cette marque et du coup ce que tu fais dans ce cadre-là? Avec plaisir. Alors c'est mon projet de création d'entreprise là. Donc j'ai lancé les premiers réseaux sociaux. Je crois que c'était le 1er septembre 2019. Et en fait j'essaye à travers cette marque là d'aider le plus de basketteurs possible à performer sur et en dehors du terrain. Donc ça passe par ce que j'appelle les quatre piliers de la performance. Donc le basket en lui-même, la préparation physique, la préparation mentale et ce qui est souvent trop négligé, la nutrition. La nutrition. Donc j'essaye à travers cette marque-là d'aider le plus de, comme je viens de dire, le plus de jeunes possible à s'épanouir dans leur pratique. Et voilà, donc ça a été créé avec ce but-là principalement. Donc il y a eu différentes choses qui se sont passées entre temps et essayer de trouver ce qui pourrait, on va dire, faire progresser le plus de gens possible. Donc voilà. Donc après, il existe, là il y a le t-shirt, il existe aussi une boutique en ligne parce que ça m'a été beaucoup demandé. Donc voilà, c'est un petit peu une sorte de double projet et les vêtements et le côté sportif. Voilà. D'accord, d'accord. Donc tu as commencé à nous parler de basket. Bon, moi je le sais, mais on va en parler un petit peu. Le basket, c'est ton sport. Tu y es venu quand t'étais petit ou un peu sur le tard? Explique-nous. Je suis arrivé au basket, ça devait être en CE1. Mon D'accord. meilleur pote, mes deux meilleurs potes faisaient du basket, Florent et Lucas, et ils m'ont dit viens essayer un mercredi après-midi. Le club, donc c'était le club de Moza Volvic à l'époque, donc les mercredis après-midi on pouvait aller essayer. Et je sais pas ce qui s'est passé cet après-midi-là, mais il y a eu de la magie, je pense, puisque bah j'ai jamais lâché quoi. Et jusqu'à mes 19 ans, jusqu'à ce que on en parlera peut-être tout à l'heure, mais jusqu'à que je parte aux États-Unis, je crois que j'ai jamais loupé un entraînement. Je crois que même malade, j'y allais quand même. Et bah, pour la petite anecdote, tu vois, qui est un peu rigolote, c'est pour l'anniversaire de mes 10 ans, j'avais invité 15 personnes à mon anniversaire, et sur les 15 personnes, j'ai reçu 12 ballons de basket comme cadeau. Donc c'est pour dire, et le reste c'était genre les Playmobil basket, et donc il y avait je parlais que de ça. Et donc ouais, c'est vraiment mon sport. Alors pour revenir à Reaching Sport, c'est d'abord le basket et ensuite se développer sur plusieurs sports. Mais oui, je commence par le basket parce que c'est ouais, c'est presque mon premier amour quoi, quelque part. Ça m'a jamais lâché, et voilà comment j'y suis arrivé en fait. D'accord, d'accord. Avant ce premier entraînement, je sais pas. Donc attends. Bon, t'es jeune, donc quand t'étais en CE1, t'avais, je sais pas moi, 7 ans, quelque chose comme ça, Ouais, c'est ça, c'est 6, ça. 7 ans. Rappelle-nous, c'était à peu près en quelle année? Parce que je vais te parler je vais te parler de NBA et du coup, ça évoquera différentes périodes NBA, différents joueurs. Ouais, donc je suis né en 95, donc ça devait être en 2002, 2003, ça doit être cette année D'accord, scolaire-là. Ouais, ça d'accord. devait être ça. Bon, et du coup, t'avais déjà regardé du basket à la télé, peut-être, ou même pas spécialement? Jamais, jamais. D'accord, J'avais essayé de faire du foot de la même d'accord. façon, un mercredi après, essayé au foot, mais j'ai fait qu'un entraînement. Ça m'avait pas, j'étais pas sportif plus que ça. Je faisais du judo parce que c'était un petit peu là aussi où mes copains faisaient ça, mais j'y allais vraiment pour aller faire du sport entre potes, quoi, et j'avais pas Ouais. spécialement d'affinité avec ça. Bien que ça m'a amené des valeurs aussi, hein, mais non, non, ouais, j'avais jamais vu du basket, jamais, jamais. D'accord. D'accord, ok, ok. Parce qu'il y a pas mal de gens qui s'y sont mis après avoir vu jouer Michael Jordan, après d'autres plus tard après avoir vu Kobe Bryant,
je me suis dit peut-être que voilà, vu que toi tu t'y es mis à une époque où il y avait une grande équipe des Lakers avec Kobe Bryant, avec Shaquille O'Neal et tout. Je me suis dit peut-être que tu as été influencé par ça, mais même pas. C'est vraiment venu du sport en le pratiquant Ouais. la première Alors, fois. Il y a eu quand même quelque chose qui a appuyé cet amour pour le sport. C'est encore une petite anecdote. Quand j'étais malade et que je pouvais pas aller en cours, j'allais chez mon grand-oncle, là, le frère de mon grand-père, et il avait NBA TV. Et à zapper, etc. Vu que j'étais malade, il m'avait mis dans la chambre d'amis. Jappe, hop, NBA TV. Et je vois un match, c'était Steve Nash à l'époque contre Allen Iverson. Et je voyais les deux plus petits, qui étaient les deux meilleurs sur le terrain. Et alors Steve Nash a été mon Michael Jordan à moi pendant des années, mais Allen Iverson, il avait une classe que mes parents pourront te le dire, je m'étais laissé pousser les cheveux. Alors je sais pas si je pourrais retrouver des photos à mettre dans le podcast, et je voulais me faire des tresses plaquées. Et ouais, c'était vraiment, il y avait un flow qu'il y avait derrière ça. Et bon, Steve Nash a été c'était moins passionnel, on va dire, c'était plus sur la durée, mais ouais, c'est là où ça a vraiment appuyé le fait que de dire, ok, je suis peut-être le plus petit, mais je peux quand même être fort à ce sport. C'est pas forcément un sport de grand. Et bah là, c'était abonnement à tous les magazines de basket qui étaient inimaginables. C'était des enregistrements sur les cassettes là. Dès qu'il y avait des matchs à la télé, les gens de ma famille me faisaient des petits enregistrements. Et puis le rêve d'avoir des tresses plaquées, que j'ai jamais sauté le pas, mais j'en étais pas loin. J'en étais pas loin. D'accord, mais ça c'était un petit peu après t'y être mis, c'est-à-dire que tu jouais déjà depuis un petit moment quand t'as vu ce match-là, ce match entre Iverson et Steve Nash, c'était un peu plus tard du coup. Ouais, ça devait être la même année. Ça devait être quelques mois plus tard. Ouais, ouais, D'accord, quelques ah mois oui, plus tard. Ouais. d'accord. Il y avait déjà l'amour pour le sport, donc j'avais mis NBA TV parce que c'était du basket et voilà. Ouais, il y avait quelque chose là-dedans. D'accord, d'accord. Et après, du coup, donc t'as continué à jouer en club, t'as continué dans ce club-là? J'ai continué en ce club-là jusqu'en Benjamin. Et ensuite, j'ai décidé de partir dans un club qui s'appelle l'Étoile de Chamalières parce que c'était le niveau un petit peu au-dessus. Alors, j'étais pas le meilleur de l'équipe spécialement, mais ils avaient une équipe en championnat de France. Donc, je me suis dit, voilà, moi qui rêvais à l'époque d'être basketteur pro, c'était une étape. Je pouvais pas tout de suite aller au centre de formation du Stade Clermontois, mais passer par l'Étoile de Chamalières, ça me semblait être plutôt cohérent. Donc voilà, je suis allé et j'y suis resté donc de minime, donc minime c'est U15 maintenant aujourd'hui jusqu'à U20. Voilà. D'accord. Et, euh, et du coup, cette envie de devenir basketteur pro, là, ça t'a pris rapidement? Ah bah, ça m'a pris un mercredi après-midi quand j'ai suivi mes copains le même jour, je me suis dit si ça c'est un métier, j'aimerais bien le faire comme métier quand même. Ça a l'air Ah pas ouais, mal. Mais puis j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont emmené à chaque match, que ce soit à Clermont ou à Vichy quand il y avait les pros, la grande époque. Donc j'ai pas goûté à ça très tôt parce que j'ai jamais été pro, mais j'avais cette fibre là d'aller voir les pros à chaque fois, de rester à la fin des matchs, de prendre des photos avec les pros, de me rapprocher le plus possible de ce monde-là. Et je suis même allé jusqu'à faire mon stage de troisième au Stade Clermontois. Donc c'était vraiment ancré en moi. Je voulais être pro et jusqu'à il y a pas encore si longtemps que ça. Hein. C'est peut-être mon côté borné et obsessionnel, mais non, j'ai depuis pendant bien longtemps j'avais envie d'être pro quoi. Ouais. d'accord, d'accord. Et du coup jusqu'à 19, jusqu'à U20, donc tu joues à Chamalières et après, qu'est-ce que tu fais après? Après, je décide de partir aux États-Unis. Alors ça s'est fait, c'était bien mûr et bien réfléchi. Donc ce qui s'est passé, c'est que en seconde, il y avait un rendez-vous chez le conseiller d'orientation et le conseiller d'orientation me disait ouais, qu'est-ce que tu veux faire, machin, comme étude. Tu sais, c'était en seconde, c'était le premier rendez-vous et je lui dis mais moi je veux partir aux États-Unis. Je vais aller faire mes études là-bas. Alors c'était pas forcément, enfin dans ma tête c'était le basket, mais pour le conseiller d'orientation c'était plutôt les études. Il dit ah bah alors l'école de commerce ils sont en partenariat. Je dis non 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 non, mais moi je veux faire mes études du début jusqu'à la fin. Je veux partir aux États-Unis. Et donc depuis seconde c'était un projet auquel je travaillais. Je regardais beaucoup de basket là-bas et je savais que pour y aller, fallait que je change quelque chose parce que j'étais en minime, non j'étais en cadet département. Et donc, il fallait que je change quelque chose. Donc là, c'était
rester avant, partir après les entraînements, etc. Et j'ai réussi à goûter au championnat de France junior avec Chamalières. Et c'est ça qui m'a permis aussi, cette petite ligne sur le CV, j'en suis persuadé, qui m'a permis de partir aux États-Unis. Donc jouer une année complète dans une prep school, ce qu'ils appellent la prep school. Donc c'est grosso modo, c'est soit t'es très bon en cours mais pas assez bon au basket, tu passes en prep school parce que tu veux absolument aller jouer en universitaire. Soit c'est très bon au basket mais t'as un dossier scolaire qui est vraiment catastrophique, donc tu passes par une prep school pour pouvoir aller. Donc c'est une sorte d'année de transition où tu fais du basket 2 à 3 fois par jour, où tu joues. Enfin nous en l'occurrence on jouait dans un championnat national, donc je suis parti en Californie, en Floride, New York, dans l'Arizona, dans le Texas, enfin dans l'Illinois, partout. Donc c'était une année où j'ai joué au basket à fond, comme un pro, au même rythme qu'un professionnel, où j'ai fait presque une centaine de matchs dans l'année, que j'ai voyagé. Donc c'est une année de kiff ultime parce que moi qui suis fan de la culture anglo-saxonne, c'était voir des matchs NBA, c'était voir les grandes villes américaines, c'était tout ça. Donc ouais, après mes années chamalières, je suis tout de suite parti aux États-Unis. Ouais. Et du coup, c'était juste après ton bac, ça? Alors ouais, et donc j'avais, alors ça c'est assez drôle, c'est la pression que j'avais en terminale, c'est que j'ai toujours été un élève catastrophique, hein, c'est catastrophique. C'est 5 de moyenne en terminale, et fallait absolument que j'ai mon bac pour partir. Et vu que j'avais redoublé ma seconde, j'avais pas de deuxième chance. C'est-à-dire que si je loupais mon bac, le rêve de partir aux États-Unis s'effondrait, quoi. Et j'ai été nul, hein. Enfin nul, je voyais même pas comment je pouvais avoir mon bac. Ce qui me faisait remonter la moyenne, c'était le sport, quoi. Donc bon, je sais pas comment j'ai fait pour partir le bac avec les points d'avance là qu'on avait en première. Là, on avait des épreuves français et histoire en première. Je sais pas comment j'ai fait, mais bon, voilà. Et donc j'avais cette pression. Donc pendant 2 semaines, c'était 8h midi, 14h 18h, je révisais. Et la pression que j'avais, c'était, et j'ai mon pote, j'ai un pote qui s'appelle Bouchta qui pourra le certifier, puisque j'avais eu peur le lendemain d'aller voir les résultats du bac, et c'était lui qui était allé voir sur internet pour moi, parce que je lui avais dit j'aurais pas le courage d'y aller. C'est impossible pour moi d'aller voir les résultats du bac. Il me dit mais ça sera en ligne et tout. Je dis mais même en ligne je pourrais pas. Et c'est lui qui est allé voir les résultats et qui m'avait envoyé par message, le fait que j'avais eu presque avec mention en plus, presque avec la mention assez bien le bac, et que je pouvais partir et tout était prêt, et que voilà, dans 1 mois et demi c'était le rêve américain pour moi. Et donc voilà. D'accord. Et c'était à combien d'années, ça? C'était en 2014. J'ai eu mon bac en 2014. Ouais. Bon, et t'es parti où alors? Parce que tu nous as dit où tu avais voyagé où tu avais joué quand tu étais sur place, mais tu nous as pas dit où tu étais basé. J'étais dans une prep school qui s'appelle Spire Academy, qui se trouve à une trentaine de minutes à l'est de Cleveland, dans l'Ohio. Donc quand j'y suis allé, c'était une école qui était toute neuve, qui avait pas la hype qu'elle a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est clairement l'une des meilleures écoles de basket des États-Unis. Il y a pour les amateurs de NBA, la Melo Ball qui est passée par là. Il y a d'autres joueurs qui sont NBA aujourd'hui qui y sont passés. Mais moi, quand j'y étais, c'était le côté tout neuf. Donc j'avais eu d'autres propositions de prep school, mais celle-là, le fait qu'elle soit neuve, les infrastructures, les coachs qu'il y avait là-bas, la manière dont ils m'ont approché, qui était très pro, voilà, j'ai dit bon bah je vais aller là-bas. Ça me semble bien, avec aucune notion de ce que Spire pouvait devenir et ce que c'est aujourd'hui, quoi. Donc voilà, donc ouais, Ohio, Cleveland. Ouais, et en plus, LeBron était parti à Miami, donc tu t'es dit il y a une place à prendre vers Cleveland, j'y vais, quoi, c'est ça? Et non, c'est l'inverse, c'est qu'il est revenu à Cleveland cette année-là. Et pour la petite anecdote, mon coach était un petit peu affilié avec l'équipe de Cleveland. Et quand c'était le moment de signer, comme argument, il m'avait dit, c'était 2 semaines avant l'annonce officielle, il a dit que LeBron a déjà signé à Cleveland, donc tu pourras voir du bon basket là-bas, quoi. Parce que c'était l'équipe la dernière de l'Est à l'époque, tu vois. Il me dit, LeBron, il vient de signer, il y a 2-3 joueurs encore, Kevin Love n'avait pas encore signé et tout ça, il y a encore 2-3 joueurs, ça va être une équipe qui va pouvoir jouer, tu vas pouvoir voir LeBron jouer en vrai, etc. Donc c'était 2 semaines avant qu'il signe, je m'en souviens toujours, parce que je savais pas s'il fallait que je l'annonce sur les réseaux sociaux ou pas.
D'accord. Eh ben, tu vois, le temps passe vite parce que je pensais que 2014, c'était en plein Miami et. Non, c'était le pile poil l'année où il a signé. Où D'accord. il a maigri de 14 kilos, je crois, pour revenir. Ah ouais. Ouais. Bon, ça lui a bien profité parce qu'il est toujours au top, donc. C'est ça. Pour répondre à ta question, il y avait de la concurrence à Cleveland. Ouais. Bon, donc ouais, donc t'es parti du coup vers Cleveland, donc une année scolaire typique. T'es parti en septembre et jusqu'à juin, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est ça. Non, je suis parti mi-août et je suis revenu fin juin. D'accord, d'accord. Et ça a été ton rêve américain comme tu l'imaginais. Donc tu nous as parlé déjà des matchs de basket, des voyages et tout. À tous les niveaux, ça a été comme tu l'imaginais ou comment tu l'as vécu? Tu vois, tu m'as posé la question, j'en ai presque, vraiment, hein, j'en ai presque des frissons parce que c'était vraiment la plus belle année de ma vie. Tout était fait pour qu'on ait que à penser au basket. On se levait le matin, il y avait un bus qui venait nous chercher, on allait prendre le petit déj qui était équilibré, qui était en fonction de notre caractéristique, si on devait prendre du poids, si on devait en perdre, si on avait des carences en quelque chose, etc. On allait prendre le petit déj, on allait à l'entraînement individuel par poste avec des coachs qui ont coaché beaucoup plus haut, qui ont coaché des joueurs NBA, etc. On revenait, on allait à la musculation, c'était à l'époque, c'était ça l'est plus maintenant, mais c'était ce qui s'appelle Michael Johnson Performance. Donc c'était Michael Johnson, là, l'ancien Usain Bolt américain, là, qui gérait ça. Donc vraiment les infrastructures largement au-dessus. On mangeait, on avait un repas ultra équilibré. On avait un moment pour se poser ou pour aller en cours ou du yoga ou des traitements. Ensuite, on avait l'entraînement de l'après-midi. Ensuite, on retournait soit en salle de muscu parce qu'on avait du travail supplémentaire, etc. Enfin, tout était cadré. J'avais l'impression d'être sans le salaire, hein, parce que bon, mais j'avais l'impression d'être un joueur NBA à ce moment-là, quoi, parce que toute ma vie tournait autour de ça, quoi. Ouais. Ma vie tournait autour de me sentir bien en tant que joueur. Et même si c'était compliqué au début, on était une vraie bande de potes à rigoler tout le temps. On était dans le même dortoir, donc on faisait les cons jusqu'à pas d'heure. Excuse-moi pour le vocabulaire. Enfin, c'était comme une colo en fait, basket, mais qui a duré un an, avec les voyages, avec les entraînements durs, avec l'exigence un peu plus élevée, avec l'entraide, avec tout ça. Et voilà quoi. Donc c'est vraiment la plus belle année de ma vie. Quand tu fais ta passion du matin jusqu'à ce que tu ailles te coucher, euh, franchement, tu passes une belle année, quoi. D'accord. Et du coup, pas de cours cette année-là, parce que tout à l'heure tu disais que c'était ce genre d'école, c'était soit pour ceux qui étaient un petit peu en dessous en termes de basket, mais qui s'en sortaient bien en termes scolaires, soit Ouais. ceux qui étaient vraiment bien en termes de basket, mais au niveau scolaire c'était plus dur. Et là, tu me parles pas de cours, donc c'était vraiment basket toute la journée. C'était basket toute la journée. Moi, j'avais une bourse basket, donc déjà les cours c'était secondaire. Et en fait, en octobre, j'avais des cours pour passer là. Donc, quand tu rentres en université, tu as le SAT, SET et le TOEIC. Enfin, pour les Français, c'était le TOEFL ou le TOEIC. Enfin, pas le TOEIC d'ailleurs. Donc, j'ai passé le SAT et le TOEIC. Non, et le TOEFL, pardon. J'avais passé les deux, donc j'avais des cours jusqu'en octobre et au final, j'avais un super prof et en un mois, j'ai réussi à avoir le score suffisant pour aller en université. Donc, le reste de l'année, j'avais vraiment plus cours du tout. Euh, Il y en avait qui allaient encore à l'université pour gagner des crédits et pour pouvoir avoir moins de cours les années qui suivent. Moi, c'était pas mon cas parce que mon visa me le permettait pas. Donc voilà, j'étais juste sur ce type de cours-là. Et puis, je me souviens, la première semaine, je suis allé en cours alors qu'il y avait entraînement en même temps. Et je me suis dit, voilà, de par mon éducation, etc., je suis quand même venu pour aller en cours et tout. Et le coach m'a dit, mais t'as pas compris, t'as une bourse basket. C'est-à-dire que si tu veux aller en cours, tu nous en parles, mais tu dois être sur le terrain de basket quoi qu'il arrive, quoi. Donc, les cours, c'était secondaire et puis j'ai validé tout très vite. Ouais. Et pour parler justement de ça, ce qui m'avait donc les premières semaines quand on part à l'étranger, tous ceux qui sont partis à l'étranger comprendront ce que je vais dire, c'est très très dur, surtout que j'étais pas spécialement bon en anglais, il y avait zéro personne qui parlait français. Et quand j'avais eu mes premiers résultats à l'examen, j'avais reçu les félicitations de mon coach, du directeur de Spire, de mes profs,
ils m'avaient tous envoyé un SMS alors que j'avais pas les résultats pour me dire félicitations, le travail paye, etc. Donc ça m'avait un petit peu inspiré à continuer et ça avait valorisé ce côté effort qu'ils essayent de mettre en avant aussi. Et j'ai encore regardé les captures écran de messages parce que tous les coachs que j'avais, que ce soit le préparateur mental, prof de yoga, ils m'avaient tous envoyé un message en me disant félicitations, je sais que tu passes pas forcément une période facile loin de ta famille parce que tu es jeune et que tu peux pas rentrer de l'année, mais félicitations, ton travail a payé, quoi. Donc c'est là où je me suis senti vraiment chez moi, c'est à partir de ce moment-là. Ouais. Ouais, et puis moi, ce que je remarque, c'est que tu dis qu'avant, l'école, c'était vraiment difficile. Et là, tu me dis, mes premiers temps aux États-Unis, j'ai vite validé ce que j'avais à valider. Donc c'est que t'as dû peut-être plus t'investir ou être plus motivé, je suppose. Alors peut-être que les exigences, c'était pas exactement les mêmes que quand tu passais ton bac, j'en sais rien. Mais j'entends quand même ça derrière, non? C'est ça, et en fait, ils t'apprennent à Aspire, en l'occurrence, alors je sais pas si c'est dans tous les États-Unis, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti à Aspire, ils t'apprennent à être un leader sur et en dehors du terrain et à être, quand tu te fixes des objectifs, quand tu signes quelque part, tu signes jusqu'au bout et tu vas au bout de tes objectifs, quoi. Ouais. Et pas d'excuses. C'est-à-dire que si tu dois rester jusqu'à 4 heures du matin parce que tu as des devoirs à faire, tu restes jusqu'à 4 heures du matin et tu seras le premier à venir à l'entraînement derrière. Et ça, ils me l'ont vite fait comprendre. Et ça, on en parlera un peu tout à l'heure, c'est des valeurs qui sont retranscrites dans mon quotidien aujourd'hui. Et enfin, je les remercierai jamais assez pour ça parce que j'étais destiné à faire je me souviens plus du nom exact du BTS. Et encore, je suis même pas sûr que j'étais pris à ce BTS-là. Donc, ça veut dire que si j'avais eu mon bac, j'étais pas parti aux États-Unis, je sais même pas si j'aurais pu faire un BTS. Mais scolairement parlant, aujourd'hui, on en reparlera sûrement après, je suis en bac+5, où j'étais un très bon élève de bac+5, de master. Et tout ça, c'est quelque chose que j'ai appris à Spire. Et c'est quelque chose, donc on parlait de Reaching Sport au début. Ça a tellement été bénéfique pour moi, humainement, que le but de Spire, c'est d'offrir ça à un maximum de personnes parce que je le retrouve pas en France, quoi. Je le retrouve pas en France. Alors c'est en passant par d'autres billets parce que quelqu'un qui souscrit à la page Reaching Sport, il n'est pas obligé de faire les choses. Alors qu'Aspire, j'étais obligé de faire les choses, mais c'est de faire comprendre par un autre message, peut-être un message un peu plus bienveillant, que tout est possible et que pas d'excuses, quoi. Pas d'excuses. Ouais. Je vais quand même dire le titre de l'épisode qu'on a envisagé tous les deux là avant de commencer. C'est l'impact du sport dans la vie quotidienne. Donc là on commence tu commences déjà à mentionner un petit peu ça. Dans les premières choses que tu dis là depuis qu'on a commencé de discuter et d'enregistrer, moi ce que j'entends c'est qu'il y a eu une comment dire une transition, qu'il y a une évolution dans ta vie grâce à cet environnement sportif qui avait des règles bien précises et peut-être des fois un environnement qui est peut-être un petit peu dur, un petit peu, alors je sais pas, un petit peu marche ou crève. Peut-être qu'on peut voir ce côté-là si c'est poussé un petit peu trop loin, mais à côté de ça, il semblerait que ça t'ait changé en bien, que ça t'ait apporté des valeurs, peut-être que voilà. Donc on va rentrer un petit peu dans ce sujet-là. Là, pour le moment, on a parlé pas mal de basket, donc ça va rester en toile de fond parce que c'est une toile de fond de ta vie, c'en est une de la mienne aussi, mais bon, c'est voilà, ça nous permet de connecter, mais c'est surtout par rapport à toi ce que ça t'apporte là. Du coup tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais donc ce que tu fais en ce moment, on va se recentrer un petit peu dessus. Moi ce que je comprends, c'est que tu as deux objectifs, un qui est centré un petit peu basket, aider des jeunes principalement, hein, parce que on comprend bien que si on veut atteindre un certain niveau en basket, il vaut mieux s'y prendre tôt. Parce que on périme plus vite en termes de basket que dans d'autres domaines de la vie, mais aider des jeunes à progresser dans le basket. Mais au-delà de ça, tu t'intéresses, j'ai l'impression vachement à ce que le sport, à ce que les valeurs du sport, à ce que ce qu'on développe quand on cherche à progresser dans le sport va apporter dans le reste de sa vie.
du coup, peut-être dans son travail, peut-être dans ses études, peut-être dans tout ça. Est-ce que je résume un peu quelle est ta mission, quels sont tes objectifs en ce moment, ou est-ce que tu le décrirais autrement? Non, c'est ça, c'est exactement ça. C'est se dire, eh ben, on peut progresser, on peut essayer de se fixer des objectifs hauts au basket. Et si on les réussit, tant mieux, bravo, etc. Si on les réussit pas, ben, il y aura une richesse à travers ce qu'on a traversé, qui est quand même, qui peut se convertir sur la vie quotidienne, quoi. Donc ça représente exactement ce que tu viens de décrire. D'accord, d'accord. Et du coup, pourquoi, tu nous l'as un petit peu dit aussi tout à l'heure, mais on va insister dessus, pourquoi est-ce que toi, en particulier, pourquoi est-ce que ce message, pourquoi est-ce que le fait de faire évoluer, d'aider les gens à évoluer dans leur vie en général, en passant notamment par le sport et en particulier par le basket, pourquoi est-ce que toi, en particulier, ça t'impacte autant? Est-ce que c'est vraiment ton expérience aux États-Unis qui a été une révélation, tu te dis non mais il faut absolument que qu'un maximum de gens puissent s'épanouir comme ça, ou est-ce que ça vient d'ailleurs? Je pense que je pense que j'ai toujours eu cette mentalité de me dire pour réussir ses objectifs, faut bosser. Ouais. Il y a un joueur, donc je faisais des stages d'été qui s'appelle SEJ. Il y a un joueur qui m'a marqué, c'était Joseph Gomis, qui jouait un petit peu en équipe de France et qui aujourd'hui est assistant à l'Asvel. Et c'était un travailleur, mais comme j'ai jamais vu, quoi. Un travailleur basket comme j'ai jamais vu. Je me demande même comment est-ce qu'il faisait pour rester en forme avec la manière dont il travaillait. Donc ça a été un modèle très jeune de travail. Et donc je pense que j'ai toujours eu ça, et ce côté aussi un peu rêveur qui m'a amené, je pense, aux États-Unis. Mais ça a été extrêmement accentué par mon passage américain, quoi. Et enfin, ou plutôt ça me l'a confirmé. Ça m'a confirmé que, eh ben, ouais, c'est comme ça. D'accord, d'accord. Et, est-ce que tu peux nous dire maintenant un petit peu ce que tu as donc cette année-là, elle s'est terminée. Après, qu'est-ce que tu avais en tête? Est-ce que tu t'es dit comment est-ce que je peux continuer à vivre dans cet environnement-là? Est-ce que tu t'es dit bon bah maintenant il est temps de rentrer? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, alors donc toute l'année on joue des matchs contre d'autres prep schools, contre des universités, contre les meilleurs high schools du pays. Et en fait, quasiment à chaque match, il y a des recruteurs qui viennent, des recruteurs universitaires, parce qu'ils cherchent les futurs joueurs de leurs équipes. Il y en a même qui viennent aux entraînements. Alors quand tu arrives à 9h du matin, quand tu arrives à 9h du matin, que tu as encore l'épi sur le côté comme ça, et que tu vois qu'il y a 3 recruteurs qui arrivent pour l'université, tu te dis, ouais, l'entraînement va être fun, quoi. Et en fait, j'ai eu une proposition, donc j'ai eu plusieurs propositions dans des divisions inférieures, mais j'ai eu une proposition dans une école qui s'appelle Notre-Dame College à Cleveland, donc c'était pas très loin, qui recrutait sur pas forcément par le talent, mais par la réputation et par le caractère du joueur. Donc moi, ils avaient bien plu mon côté venir plus tôt, repartir plus tard. Pas forcément avoir peur de quoi que ce soit et d'être un plutôt fonceur. Et puis les coachs avaient aussi confirmé ma personnalité avec eux. C'est ce qu'ils m'ont dit en tous les cas. Et ils m'avaient proposé de faire partie du roster dès ma première année. Donc c'est 4 ans de championnat universitaire, un master aux États-Unis, c'est 4 ans. Mais proposer ça, donc faire partie du roster, donc des 12 joueurs qui jouent. Alors pas beaucoup la première année, pas beaucoup la deuxième, et de commencer à être titulaire à partir de la troisième et de la quatrième année, c'était un peu le plan. Mais pas de bourse. Et qui dit pas de bourse dit 19 000 euros l'année. Et qui dit 19 000 euros l'année dit des parents qui te font attention là. Enfin non, en vrai, j'exagère un peu. J'avais eu au téléphone ma mère parce que c'est mon rêve, hein, c'était mon rêve de jouer en universitaire. Je l'avais eu au téléphone disant voilà, il me propose ça. Je peux pas. Et elle me dit non, mais moi, s'il faut bosser jusqu'à 75 ans et me saigner pour que tu vives ça, je le fais. Mais moi, ils ont suffisamment donné pour moi pour que je parte aux États-Unis, sachant que je viens d'une famille où pas du tout sportive pour dessous, et d'ailleurs pas du tout entrepreneuriale non plus. Tous ces efforts qu'ils ont fait pour moi, c'était aussi un côté, je pouvais pas quoi. Donc mon plus gros regret à l'heure actuelle, c'est de pas avoir signé ce contrat parce que je me dis j'aurais pu refaire un prêt à la banque, etc.
Mais voilà, j'étais parti dans cette idée-là, donc je me souviens plus de la question posée initialement, mais Non, bah ce que t'avais fait après, si tu veux, après ton année. ouais. Donc j'ai décidé de repartir, de revenir en France pour faire des études un peu plus classiques. J'avais peut-être les yeux plus gros que le ventre en me disant je vais pouvoir trouver une nationale 3 ou une nationale 2. En plus j'avais pas pris de licence l'année d'avant, donc j'étais en création de licence, donc il y avait aucun risque pour personne à me prendre. Mais on va dire que je suis arrivé après le recrutement de toutes les équipes. Et après, est-ce que j'avais le niveau pour jouer à ces niveaux-là? Moi, j'en suis persuadé. Peut-être que les coachs voyaient pas ça comme ça, et au final, bah, je suis revenu sur un niveau amateur, mais vraiment amateur pour le coup, à l'AS Châteauguay. Et là, le choc des cultures a été fort, et c'est là où je me suis dit, bah, je vais faire autre chose, quoi. Je vais faire autre chose parce que je pense que passer d'un niveau d'exigence tel que j'avais à Spire à un niveau amateur, c'est plus le même sport, c'est plus la même discipline, c'est plus le même plaisir, et puis je me retrouvais plus du tout, donc j'étais parti à Clermont Basket pour connaître un petit peu ça aussi. Je l'ai jamais retrouvé, et donc voilà, j'ai décidé d'arrêter de jouer et d'offrir ça, ce niveau d'exigence, ce niveau de tout ce que j'ai connu à Spire, de l'offrir en tant qu'entraîneur. Donc ça fait maintenant, j'étais un petit peu entraîneur quand j'étais à Chamalières en U13. Et là, ça fait 4 ans que je suis vraiment à fond dans l'entraînement, quoi. Vraiment, vraiment, pleinement, à 100%. D'accord. Dans quel club? Donc aujourd'hui, je suis coach de U20 à Clermont Basket, principal, sur une équipe régionale 2. Je suis assistant sur le club de Clermont Basket toujours, mais de l'équipe nationale 3 haut de tableau, donc dans les premiers rôles chaque année. Et je suis assistant centre de formation JAVCM, donc opportunité énorme de pouvoir faire partie de ce staff, de voir ce que c'est que le professionnalisme au quotidien, d'avoir une exigence au niveau du coaching aussi, parce que les gamins qui sont là, ils ont payé pour avoir un niveau d'entraînement qui est au-dessus qu'un club, quoi. Donc dès que je prends l'entraînement en main, ne serait-ce que sur une partie ou sur la totalité de la séance, j'ai pas intérêt à me planter parce que faut que ce soit à la hauteur du niveau, quoi. On précise quand même pour les gens qui nous écoutent ce que c'est la JAVCM. Ouais, c'est le club professionnel, donc c'est Vichy Clermont. C'est le club de Vichy et le club de Clermont qui ont fusionné pour faire une entité qui est en deuxième division française, donc en Pro B. Et voilà, donc centre de formation agréé, des joueurs j'entraîne des joueurs qui s'entraînent avec les pros au quotidien. Je côtoie le staff professionnel au quotidien, je côtoie les joueurs pros au quotidien. Donc voilà. Ouais. Donc là, tu retrouves peut-être certains éléments que tu avais aux États-Unis et que tu n'arrivais pas à retrouver au niveau amateur, en termes d'intensité, en termes de. Ouais, certains. Alors c'est moins accentué que ce que j'avais pu connaître aux États-Unis. J'essaye aussi d'apporter ce que je peux apporter, c'est-à-dire cette vision-là un peu anglo-saxonne, même si soit c'est pas toujours accepté, soit on a l'impression, enfin j'ai l'impression de faire presque un hors-sujet par rapport à la vision que eux ont. Ouais. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ces différences? Disons qu'aux États-Unis, ce qu'on avait quotidiennement, c'était de la préparation mentale, par exemple. C'était de la préparation mentale, c'était 1 heure et demie par semaine, un travail sur soi. Alors, on l'a un petit peu au centre de formation, mais moins accentué, beaucoup moins accentué, pour différentes raisons, mais moins accentué. Il y a aussi ce côté staff. Donc en pro, faut savoir que sur l'équipe pro, il y a un coach principal, Guillaume Vizade, et il y a son assistant, Jonathan Nebout. Alors il y a certains intervenants externes qui viennent de temps en temps, mais nous, quand on avait un entraînement aux États-Unis, sur des jeunes catégories, on avait un coach principal, son assistant, et 2 autres personnes qui sont là pour assister encore plus à l'entraînement, quoi. Sans parler du kiné qui était présent à chaque séance et du préparateur physique qui était là aussi. Ce qui fait qu'autour du terrain, ils étaient 5-6 à chaque entraînement, que ce soit l'entraînement individuel, l'entraînement collectif, en match, etc. Donc, il n'y avait pas de place au hasard. Il n'y avait pas de place, on pouvait pas se cacher, quoi.
Et il y avait ça a accentué. Je trouve qu'au centre de formation de la JAVCM là, de Vichy Clermont, ils accentuent beaucoup plus l'aspect technico-tactique que ce que nous on avait aux États-Unis. Aux États-Unis, c'était plus le côté état d'esprit. C'était le côté on n'avait pas le droit, par exemple, quand on faisait un exercice difficile, on n'avait pas le droit de mettre ses mains sur ses genoux pour montrer qu'on est fatigué. On n'avait pas le droit de montrer qu'on était fatigué. On n'avait pas le droit de montrer si on loupait des tirs, on n'avait pas le droit de montrer qu'on perdait de la confiance. Il y avait un body language, donc le langage corporel, qui était très fort. Et je me souviens d'ailleurs le premier match qu'on a eu avec mon coach Bossman, premier match filmé, on joue machin. Et il y avait 8 joueurs dans la rotation. Curieusement, j'étais moins bon des joueurs qui étaient là, mais j'ai fait partie de cette rotation à 8. Je pense par mon investissement, etc. Et lendemain, 8 heures, entraînement vidéo, play, il met play. Et en fait, il s'est concentré en aucun cas sur ce qui s'est passé sur le terrain, mais sur notre rapport avec l'arbitrage. Tu vois, là, on avait un joueur qui s'appelait Bobby, qui avait toujours, dès qu'il lui arrivait quelque chose, il levait les bras en l'air, il regardait l'arbitrage, etc. Il s'est fait, mais pendant cette séance-là, il s'est fait démonter sur le banc. Ceux qui encourageaient pas, ils se sont fait démonter. Ça apprenait un peu l'humilité quelque part, et ça apprenait surtout à fédérer un groupe. Et ouais, je m'en souviendrai toujours. On avait fait le premier entraînement. On fait un pick-up game. Enfin, on fait un petit échauffement. On fait un pick-up game de 2h30. Pick-up game, donc c'est un match d'entraînement. On finit l'entraînement, 20 suicides d'affilée en fractionné. Un groupe qui doit faire un suicide. Donc suicide, c'est toucher toutes les lignes aller-retour d'un terrain de basket. 20 suicides. Il y a un groupe qui fait le suicide, un groupe qui est au repos. Dès que le groupe finit, ça repart derrière. Et si on n'arrive pas à le faire en moins de 32 secondes, on en fait en plus. Interdiction de mettre les mains sur sa tête pour montrer qu'on est fatigué. Interdiction de mettre les mains sur ses genoux. Interdiction de mettre les mains sur ses hanches. Je vais pas dire que j'ai connu l'armée parce que je sais pas ce que c'est que de connaître l'armée, mais ça m'a appris certaines choses aussi, quoi. Donc voilà, c'était un peu poussé à l'extrême qu'il n'y a pas forcément dans un centre de formation, mais voilà. Ouais. Non, mais je vois bien ce que tu veux dire, la différence d'exigence, la différence de, ouais, c'est ça, comment dire, comme tu dis, comme à l'armée, quoi. Enfin, parce que pareil, j'y suis pas allé, mais ce que j'imagine, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, euh, le mot me vient plus, mais non, bah bon, le mot me vient plus. Mais en tout cas, ouais, exigence, déjà, c'est un terme qui me semble important et dans tout ce que tu décris, d'une part, le côté t'es là, t'assumes, quoi. Donc oui, évidemment, tu dois être fatigué parce que c'est intense, hein, les suicides au basket, c'est super intense, ça met dans le rouge, quoi. Ouais. Donc je sais plus combien t'as dit qu'il y en avait, mais un nombre énorme à faire à la suite. 20 en moins de 32 secondes. Ouais, voilà. Bon, ben, et du coup, il faut assumer et c'est ouais. Et c'est ça, je pense que c'est une belle leçon. Et après, moi, l'autre truc que je retiens, c'est ce que tu as dit par rapport à l'arbitrage. Moi, c'est le truc qui me rendait fou quand je jouais. C'était les joueurs qui remettaient en question d'abord l'arbitrage, après leurs coéquipiers et éventuellement eux-mêmes à la fin. Ben, je vais parler d'un concept qui est lié au stoïcisme, si on peut parler philosophie. Premier cours de préparation mentale, c'était du stoïcisme, quoi. Il y a des éléments que tu contrôles, qui sont dépendants de toi, et il y a des éléments qui sont pas dépendants de toi. Et dans ces éléments, l'arbitrage, que l'arbitre soit bon ou pas bon, qu'il te siffle une fois, qu'il te la siffle pas, enfin, qu'est-ce que c'est pas dépendant de toi, il l'a fait. Ça a aucun lien avec ta performance, ça a aucun lien avec ce que tu as fait ou ce que tu dois faire. Arrête de perdre de l'énergie avec ça. Le coach qui te sort, c'est pas dépendant de toi. Le shoot que tu loupes, c'est pas dépendant de toi. Le coéquipier qui perd le ballon ou qui loupe le shoot au buzzer, c'est pas dépendant de toi. Ce qui est dépendant de toi, par contre, c'est 3 choses. C'est l'attitude que tu as sur le terrain. Est-ce que tu applaudis un coéquipier? Est-ce que t'es le premier à revenir en défense, etc.
C'est la concentration. Est-ce que tu appliques bien les consignes qui ont été appliquées? Est-ce que tu trouves la meilleure passe parce que peut-être tu as abandonné un bon shoot pour un meilleur shoot d'un coéquipier? Et les efforts. Est-ce que tu t'es donné à 200% sur ce match-là? Et tout ça, curieusement, ces trois éléments-là qui sont contrôlables par toi, les seuls éléments qui sont contrôlables par toi, il y a personne d'autre que toi qui sait si tu les as remplis à 100%. Ton coach, il peut te gueuler dessus parce que tu fais pas des allers-retours sur le terrain, mais il peut être fier de toi pour un match parce que tu t'es donné à 200%, mais peut-être que parce qu'il a l'impression que tu t'es donné à 200%, alors qu'en fait, tu étais qu'à 80%. Donc c'est une réflexion un peu sur soi-même à se dire, ok, il y a des choses que je contrôle, mais personne autour est capable de dire si je les ai fait ou pas. Il y a que moi. Donc là, pareil, on peut pas se cacher, quoi. Et ça, c'est notre préparateur mental nous a fait sentir que c'était presque lui qui avait inventé ce concept, alors que ça fait des années avec le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est ça en fait, c'est dire pourquoi tu te prends la tête sur des trucs qui sont pas perds pas de l'énergie à faire des choses comme ça. Il y a des choses qui sont dépendantes de toi, tant mieux. Et ce qui n'est pas dépendant de toi, perds pas de l'énergie, quoi. Et donc voilà, c'est ce que j'essaie aussi d'apprendre aux jeunes au centre de formation, c'est au lieu de râler sur le coéquipier parce qu'il n'est pas revenu, toi fais en sorte de faire le meilleur match possible, quoi. Et puis toi t'auras rien à regretter. Et en plus je trouve, ça c'est personnel, hein, c'est personne qui me l'a appris, mais une personne qui est comme ça, je pense que c'est contagieux, quoi. Ça, pour un groupe, ça ne peut que tirer le groupe vers le haut, je pense. Ouais. Et ça revient à ce concept de leader dont tu parlais tout à l'heure, là, exactement, où tu disais qu'il vous apprenait à devenir de meilleurs leaders. Donc le fait de rendre ses coéquipiers meilleurs en montrant l'exemple, de rendre indirectement, mais voilà, ça me semble être une composante essentielle d'un leader, d'un meneur, quoi. Ouais. Et donc du coup, ça rejoint le sujet principal qui est ces choses-là que j'ai appris aux États-Unis, ce qu'il appelle ACE. ACE en anglais, c'est l'as comme aux cartes, quoi. Et donc ACE, ACE, attitude, concentration, effort. Je l'applique aujourd'hui dans ma vie de tous les jours, quoi. Ouais. Dans l'entrepreneuriat, dans les cours. Ok, j'ai eu 2/20 à un examen, je dis au hasard. Et au lieu de blâmer le professeur parce qu'il m'aime pas, parce que fais en sorte la prochaine fois de rendre la meilleure copie que tu peux rendre, et sois fier de toi qu'ils te mettent 4 ou qu'ils te mettent 18, parce qu'au final c'est que un chiffre. Alors oui, c'est un chiffre qui va peut-être te faire passer à la classe supérieure, donc il y a un côté frustrant aussi, mais tant que tu rends la meilleure copie, t'as rien à regretter, quoi. Que le prof t'aime ou t'aime pas, moi déjà j'ai horreur de ces excuses là, mais c'est quelque chose qui se convertit dans la vie de tous les jours, et puis c'est quelque chose qui se convertit aussi au travail, dans les relations amicales, amoureuses, etc., quoi. C'est tout ça. Sois irréprochable dans ce que tu as à faire, et ce qui n'est pas dépendant de toi, bon, c'est que si ça se passe bien, c'est très bien, ça se passe mal, ça se passe mal. Ouais. C'est un signe de faiblesse quand même, non, de rejeter la faute sur les autres. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça, il y a un peu de faiblesse, il y a un peu peut-être de manque de confiance en soi aussi. Peut-être, c'est vrai que, quand on joue et qu'on est jeune et qu'il y a nos copains dans les tribunes, on a une pression qui est incroyable, qui est plus forte que ce qu'on peut imaginer. Et si on fait une connerie, à la fin du match, nos potes, ils vont soit nous charrier. Enfin, j'essaye d'avoir une image à peu près. En fait, au lieu de dire mais non, j'ai perdu le ballon. Non, c'est lui qui a pas attrapé la passe. Ouais, j'ai perdu le ballon. Ouais. Voilà, et puis on passe à autre chose. On s'en fout de l'image que ça peut donner. Ouais, c'est peut-être je pense que c'est une faiblesse. Ouais, j'en suis sûr. Ouais. C'est quelque chose psychologiquement qui est ouais, j'appuie ça, ouais. Je pense que c'est ce qu'on fait pour se protéger, pour protéger son estime de soi quand on considère qu'on n'a pas été à la hauteur. Et que ça arrive de temps en temps, on peut tous justement avoir des moments de faiblesse. Ce qui est un petit peu dramatique, c'est quand c'est tout le temps le cas, quoi. Quand c'est récurrent. Ouais, c'est sûr, mais il faut
il faut assumer ce qu'on fait, que ça soit bien ou mal, et en tirer au lieu de se dire, ouais, il a pas rattrapé la passe et se persuader que c'est pas moi qui ai perdu le ballon, c'est lui qui a pas rattrapé ma passe au basket, bah, de se dire pourquoi est-ce qu'il a pas rattrapé ma passe si vraiment il l'a pas rattrapé. Est-ce qu'il n'y a pas une passe meilleure que j'aurais pu faire? Ou est-ce que lui donner le ballon dans ces circonstances-là, c'était la meilleure chose à faire? Donc se remettre en question, la remise en question, elle doit être permanente, quoi. Pareil, que ce soit dans le sport ou dans notre quotidien, la remise en question doit être permanente, quoi. Et ça, j'en suis persuadé. Et c'est quelque chose que tu apprends dans le sport parce que il y a toujours la vérité du terrain, quoi. Ouais. Il y a toujours la vérité du terrain. Dans la vie, tu peux toujours arriver à te camoufler, tu vois, à manipuler, c'est peut-être un grand mot, mais à manipuler ce qui s'est passé pour te persuader de quelque chose. Mais au final, si tu te remets pas en question, tu progresses pas, quoi. Et la recherche d'être un meilleur être humain, d'être une meilleure personne, d'être un meilleur travailleur, bah, elle est permanente, quoi. Je pense que c'est un voyage qui s'arrête jamais. Donc, c'est des valeurs que t'apprends dans le sport, ou du moins, qui sont, indispensables dans le sport et qui se convertissent, ouais, dans le quotidien, quoi. Hmm. Tu penses que dans le sport, alors on va parler du basket parce que ça reste le sport que tu connais le mieux, mais tu penses qu'on a des retours d'expérience, des résultats qui sont plus faciles à corréler, plus faciles à lier à l'action initiale qu'on a fournie par rapport à dans la vie où il va y avoir beaucoup plus de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte, et du coup ça va être plus dur de voir quel a été l'impact de notre action sur la réaction, sur le retour qu'on aura eu. Je pense que l'impact qu'on a, que ce soit sur un terrain ou dans la vie de tous les jours, je pense qu'il faut être humble par rapport à ça, parce que la vision qu'on a de l'impact qu'on a pu avoir ou qu'on nous dit, c'est pas forcément c'est pas mesurable. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. L'impact qu'on a, il est pas mesurable, que ce soit sur un terrain de basket. Tu peux avoir la meilleure ligne de stats possible, c'est pas forcément toi qui as fait gagner le match. Tu y as aidé, tu as eu un impact là-dedans, mais il est pas mesurable, ni statistiquement, ni dans les faits. Tu penses pas qu'il l'est quand même plus que dans la vie? Justement, tu me parlais des statistiques au basket. Les statistiques, c'est peut-être ouais, parmi tous les sports collectifs. Enfin, je les connais pas tous aussi bien, mais j'ai l'impression quand même que le basket, c'est peut-être celui où on se focalise le plus sur les statistiques. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ce point-là? Ouais, d'ailleurs plus aujourd'hui que ça ne l'a jamais été. Oui, oui, oui. Et du coup, moi, ce que je me dis, c'est si on se focalise autant là-dessus, soit on fait une erreur monstrueuse, soit ça montre quand même qu'on peut mesurer des choses, et des choses importantes. Moi, je vais te dire, hein, du coup, j'ai beaucoup joué au basket pendant très longtemps. Je joue toujours, enfin, en ce moment pas trop, mais mais je joue toujours un petit peu. Et moi, au basket, ce qui compte, c'est de marquer plus de points que son adversaire. Ouais. Okay. Donc, on peut tout de suite se rendre compte qu'un facteur important de la réussite pour son équipe, c'est combien de points est-ce qu'on a marqué nous-mêmes. Combien de points est-ce qu'on a marqué directement. On peut se dire, voilà, en première approximation, ça reste quelque chose d'essentiel. Sauf que moi, je marquais très peu de points. Or, je pense que dans certains cas, j'avais un impact positif sur mon équipe, mais je marquais très peu de points. Mais c'est vrai que dans le basket, on a cette statistique centrale qui est le nombre de points qu'on marque. Mais après, il y a plein de statistiques secondaires qui montrent quand même d'autres choses qu'on apporte. Et comme tu me dis, on se concentre de plus en plus sur les stats. Je suppose qu'il y a de nouvelles statistiques qui émergent au fur et à mesure. Alors, pas au niveau amateur, mais au niveau professionnel. On a des statistiques de plus en plus poussées. Et du coup, je me demande quand même si c'est quand même, si c'est pas plus facile de mesurer l'impact individuel d'un joueur dans un sport comme au basket que dans des sports où par exemple des sports où il y a plus de joueurs sur le terrain, et à l'inverse, peut-être qu'en tennis, c'est encore plus facile de mesurer sa performance par rapport au résultat, parce qu'on est tout seul face à quelqu'un d'autre. Et du coup, à l'inverse, je me dis que dans la vie, il y a plein de domaines où ça doit être plus dur justement de corréler notre action sur le résultat. Ouais, je pense que l'état d'esprit, par exemple, c'est pas mesurable, et pourtant ça a un impact incroyable sur la vie de tous les jours, même sur un terrain. C'est pas statistiquement, tu les as pas,
le fait que tu as checké dans la main de ton pote parce que il a marqué un beau panier, ou le fait que tu ailles voir un de tes coéquipiers dans le vestiaire pour lui dire, écoute, pour l'instant, je sais que tu fais pas le meilleur match de ta vie, mais la deuxième mi-temps, tout ça, mais c'est pourtant ça qui se convertit le mieux, enfin, de mon point de vue, dans la vie de tous les jours, quoi. Donc c'est pas mesurable, je pense. Si ta question, si pour répondre à ta question, je dis que euh, l'impact, ce qu'on apprend dans le sport, on peut le convertir dans le quotidien. C'est pas des choses qui sont forcément mesurables, quoi. Je pense pas, en tous les cas. Je vois pas ce qui pourrait être mesuré, mais tu parlais du tennis tout à l'heure. Il y a il y a pas vraiment de vie en groupe dans le tennis. Enfin, du moins, t'as ton entraîneur, t'as peut-être un staff derrière toi, mais ça t'apprend à être bon. C'est plus un développement personnel, quoi. Alors que le basket, le foot, les sports collectifs, ça t'apprend toi-même, ça t'apprend ton rapport aux autres, ça t'apprend ton leadership, ça t'apprend. Et ouais, c'est pas forcément quantifiable. Ouais. C'est pas quantifiable. Ok, ok. Euh, Par rapport à ce que tu dis, mais il y a quand même un truc par rapport à ton état d'esprit qui est quantifiable. Euh, et moi, du coup, ça me rend fou par rapport à certains joueurs quand je regarde, quand je regarde la NBA, c'est le nombre de fautes techniques qu'un joueur va prendre. Ça me semble être une mesure de ton attitude, de ton respect de tes adversaires, de ton respect des arbitres. Ça, c'est quand même quelque chose qui est quantifiable et sur lesquels tu peux vite te rendre compte s'il y a un problème ou pas, quoi. Mais effectivement, quand tu vas taper dans la main de ton coéquipier, c'est pas pareil. On est bien d'accord. C'est sûr. Mais la faute technique, elle a surtout. Je pense que plus tu vas haut dans les niveaux, plus il y a un facteur d'ego, mais en même temps, tout ce sport de haut niveau, c'est tourné pour que l'ego se révèle. Un bon joueur de basket, un bon joueur de foot, c'est un mec avec un ego surdimensionné, quoi. Sinon, il peut pas survivre à ce niveau-là. Et donc, c'est un peu le contre-pied de cet état d'esprit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la faute technique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'incontrôlable. Moi, j'ai rien fait, moi. Moi, j'ai rien fait. Tu me siffles une faute alors que j'ai rien fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce côté égo, c'est ce côté, j'essaie de tout contrôler, de contrôler l'incontrôlable parce que moi, je suis un tel. J'ai jamais pris de faute technique de ma vie. Jamais, 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 jamais. Et je m'en fous de ce que ça, personnellement, hein. Je me focus pas sur les arbitres. Des fois, je peux pas comprendre certaines décisions quand j'entraîne. Et je pense que le rapport à l'arbitrage, alors il y a des arbitres qui veulent pas du tout me parler par rapport à ça, mais je pense qu'il y a un dialogue à avoir là-dedans, quoi. Enfin, ça répond pas du tout à la question. Je fais un parallèle, mais la faute technique, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond là-dedans, quoi. Ouais. D'accord. Mais voilà, moi j'entends quand même qu'il y a une différence, enfin qu'il y a une opposition entre, tu parlais tout à l'heure du stoïcisme et et de cette façon de voir le monde, de voir la vie, qui pour toi, et je suis tout à fait d'accord, va aider à être un meilleur joueur de basket, va aider à être un meilleur être humain qui va vivre en communauté notamment, mais même par rapport à soi-même. Et à l'opposé des joueurs qui vont reprocher, qui les joueurs ou les entraîneurs, hein, n'importe qui, les humains qui sont liés à un match de basket, qui vont reprocher des choses aux arbitres, qui vont reprocher des choses, voilà, à leurs coéquipiers. Donc moi ça me perturbe un petit peu cet écart entre eux, comme tu disais, ce fait que l'ego soit nécessaire pour arriver à un tel niveau, mais qu'il y ait des débordements et qu'il y ait des joueurs qui écrasent les autres, pas par leur domination physique ou en termes de talent, mais par leur attitude, quoi. Bah, il y a une théorie là-dessus. Donc, ouais, je vais revenir un peu à mon année américaine, mais on devait lire des livres. Le coach nous donnait des livres à lire en fonction de notre personnalité, etc. Il fallait qu'on fasse un résumé de ce livre-là sur ce que ça nous a apporté et tout. Premier livre qui me fait lire, c'est Relentless de Tim Grover. Donc alors en français le nom c'est La méthode du succès de Tim Grover, je crois que c'est. En fait, c'est l'entraîneur individuel, enfin le préparateur physique individuel de Jordan, Kobe, Dwayne Wade, enfin des plus grandes stars de la NBA. Et en fait, il a écrit un livre pour expliquer comment est-ce que fonctionnent ces mecs-là, mentalement.
Et en fait, il dit que sa théorie à lui, c'est qu'en fait, quand un joueur est sur le terrain, il lâche tout ce qui nous fait dire donc le be relentless, donc soit sans limite quoi. J'ai pas la traduction exacte, mais c'est depuis qu'on est né, on nous a mis plein de petits logiciels dans la tête de politesse, de gentillesse, de dire bonjour, de dire merci, pour qu'on puisse tous vivre en communauté sereinement. Mais par contre, quand ces mecs-là rentrent sur le terrain de basket, il y a plus d'amitié, il y a plus de sentiments, il y a plus de merci, bonjour, machin. C'est ce qu'il appelle the killer instinct, tu vois, c'est l'instinct tueur, quoi. Mmh. C'est de dire, pendant 40 minutes, là, celui qui est en face de moi, par contre, il va pas apprécier les 40 minutes qui vont suivre. Et il a cette approche-là de dire, en fait, un joueur, il y a une différence entre ce qu'il est et ce qu'il fait. Et en fait, quand il est en dehors du terrain, il a pas forcément cet ego-là. Bon, alors, Kobe, LeBron, etc., c'est des mecs qui ont quand même un ego, j'imagine, sur et en dehors du terrain qui est bien poussé, mais c'est de se dire, bah, quand ils sont sur le terrain, ils mettent off sur tout ce qu'on leur a appris et c'est leur instinct animal, quoi, qui agit pour eux. C'est de l'instinct, quoi. Comme il dit, Michael Jordan, il a pas, quand il marque un shoot au buzzer, c'est pas lui qui l'a marqué, c'est son instinct parce qu'il l'a tellement travaillé. Ce move-là, dans ces circonstances-là, et avec la mentalité qu'il a, qu'en fait, c'est naturel, quoi. Il y a peu de place au hasard. Et c'est cet état d'esprit-là. Donc, l'ego, oui, c'est, pour moi, personnellement, c'est indispensable pour les coachs, c'est indispensable pour les joueurs. Mais il faut que ce soit un ego, contrôlé, quoi. Je pense qu'il y a certains joueurs de foot, de basket qui sont invivables au quotidien par rapport à ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Et je pense qu'un mec comme Jordan, comme Kobe, c'était un peu leur façon à eux de se vider un peu de la pression, etc. C'est de rentrer sur le terrain, de dire bon allez, là c'est le défouloir, quoi. Mmh. Ouais. Alors moi par rapport à ça, j'ai quand même un truc qui m'interpelle, c'est que tu dis la théorie de cet auteur, c'est qu'ils lâchent tout, c'est qu'ils ils sont dans un mode d'agressivité et tout, mais malgré ça, ils lâchent pas complètement tout, parce qu'ils continuent de jouer avec certaines règles, ils continuent de dribbler, ils continuent à part une fois de temps en temps, mais ils agressent pas physiquement leurs adversaires. Enfin, pas à 100%, c'est-à-dire que dans le cadre des règles, oui, mais il y a pas, voilà, ils deviennent pas ils deviennent pas littéralement des tueurs, tu vois ce que je veux dire? C'est des tueurs dans un cadre bien spécifique, avec des règles bien spécifiques. Et du coup, ça veut bien dire qu'ils lâchent pas complètement, vu qu'ils sont toujours dans un cadre avec des règles précises. Alors, j'ai deux anecdotes qui sont amusantes sur Jordan, qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre de cet auteur, qui ne sont pas, il me semble pas qu'ils sont d'ailleurs dans la série Netflix sur l'époque. C'est que Jordan, premier entraînement de chaque année, il se met avec l'équipe des nouveaux, là. Il les réunit, il leur dit, je vais vous passer la balle une fois. Si vous perdez le ballon, si vous loupez un tir, ou si vous me la rendez, vous verrez plus jamais le ballon de la saison, parce que vous donner le ballon et le rendre, je préfère le garder. Louper un tir, je peux le faire seul. Perdre le ballon, je peux le faire seul. Donc, il mettait déjà cette pression psychologique, et puis on le voit même dans le reportage Netflix, là, The Last Dance, il était infernal avec ses coéquipiers, quoi. Et là, l'ego, il est largement au-dessus. Et la deuxième petite anecdote, c'était à l'époque, avant Phil Jackson, c'est un panier de la victoire là contre Cleveland en playoff. Le coach demande temps mort, il reste quelques secondes, il met un système en place, machin, Jordan, tu vas être là. Ok coach, ok. Il regroupe ses coéquipiers, il dit, vous me donnez le ballon et vous dégagez. On s'en fout de ce qu'a dit le coach, vous me donnez le ballon et vous dégagez. Et tu vois, c'est ce côté instinct de tueur, c'est de se dire, ce côté égo, c'est de se dire, oui, il y a des règles, les règles de basket, les règles de... Mais par contre, c'est la priorité à cet individu-là. Alors, c'est de l'extrême, hein. Si tu joues en départemental ou en régional et que tu fais ça, je suis pas sûr que tu retrouves un club la saison prochaine et je suis pas sûr que tu te fasses beaucoup d'amis dans ton équipe. Mais plus t'es dans le haut niveau, plus le joueur est bon, plus il y a ce côté égo qui prédomine, quoi. J'en suis persuadé. Mmh. Bon. En tout cas, voilà. Ouais, moi, je me demande toujours quand il y a dans tous ces domaines-là, quel est l'équilibre à trouver, parce que à part peut-être quand on est Michael Jordan ou Kobe Bryant ou des
des gens qui sont une personne comme ça par génération, quasiment sur la terre entière. À part quand on est une personne comme ça, pour l'extrême majorité des gens, on peut pas on peut pas se permettre d'avoir ce genre d'attitude, quoi. Non. Et puis ça te bouffe la vie. Si eux, ils ont trouvé leur voie comme ça, mais je pense que Jordan, tu l'aurais mis dans un autre contexte, il aurait été invivable quand même. Et je suis pas sûr il aurait pas eu la vie qu'il a aujourd'hui. Par rapport à ce qu'il est, ça en a fait, par rapport à sa carrière, ça en a fait une force. Mais, mais dans un autre contexte, je pense que c'est le pire des défauts à avoir, quoi. Donc c'est vrai que trouver le juste milieu, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de joueurs de basket, peu importe le sport, ou peu importe même le domaine, qui ont eu ce handicap d'avoir un ego trop fort, mais ils n'ont pas eu le talent qu'il y a eu avec, et du coup sont passés à côté de quelque chose de grand à cause de ça. Mm. Mais ouais, il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver, ça c'est certain. Ouais, ouais. Bon, et donc tu nous as dit un petit peu ton parcours basket une fois que tu étais rentré. Tu as repris aussi les études? Ouais, je suis rentré. Alors, je me suis dit, soyons fous. Je parle maintenant couramment anglais. On va tenter la fac. Et en fait, donc à l'époque, ça s'appelait admission post-bac. Et j'étais sûr d'aller jouer. On en parlait tout à l'heure là dans cette université là, à Notre-Dame College. J'étais sûr, donc j'avais fait des LEA, Clermont. J'avais mis toutes les langues. J'ai fait que LEA. J'avais que postulé à LEA Clermont sans réfléchir. Je me suis dit au cas où, même s'il y a peu de chances que j'y aille. Hein, et au final, bah, j'ai dû y aller et j'ai été pris en LEA anglais et arabe à Clermont. Et bah donc de ça, j'ai eu la licence, j'ai eu la chance de partir encore une fois à l'étranger au Maroc, cette fois-ci dans le cadre des études. Donc pareil, une expérience de vie. Si je peux donner un conseil à n'importe quelle des personnes, n'importe quelle personne qui écoute aujourd'hui, c'est de partir à l'étranger. Encore plus si on part seul, ça t'apprend tellement de choses sur toi. Et là, en l'occurrence, donc je suis parti aux États-Unis. Le côté brillant, les infrastructures toutes neuves, un mode de vie qui est au-delà de celui que j'ai aujourd'hui. Et je suis parti à l'inverse au Maroc. Alors j'ai pas vécu dans la misère non plus, hein, faut pas. Mais une culture qui est totalement différente de ce qu'est la France, de ce qu'est les États-Unis. Et donc ça m'a permis aussi de comprendre un petit peu ce que c'est la chance d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, quoi, et ce que j'avais, et de me rendre compte de tout ça parce que on n'est pas beaucoup sur la terre à pouvoir vivre des choses comme ça, et il faut être très humble par rapport à ces expériences. Donc voilà, donc j'ai fait cette licence LEA. Attends, juste une question. Ouais. Pourquoi l'arabe et pourquoi le Maroc? Alors, deux questions. Pourquoi l'arabe? Parce que si je suis totalement honnête avec toi, je parle très mal espagnol. Je parle pas allemand. Et je voulais pas forcément apprendre le chinois ou des choses comme ça. Et donc, fallait une langue qui redémarre à zéro. D'accord. Et il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup aussi dans cette filière-là. C'était, alors le lien va être très mauvais, mais c'était qu'il y avait des cours de culture, civilisation arabe. Donc on parlait d'islamologie, de tout ça, et ça me tenait à cœur de comprendre un peu ces religions. Et en plus de ça, alors faut que je vraiment fasse attention parce que ça a rien à voir, mais c'était l'époque où il y avait eu les attentats à Paris. Et je comprenais pas pourquoi les gens ils faisaient l'islam, le machin, le truc. Et ces études-là me permettaient de comprendre un peu, euh, me permettaient de comprendre qu'en fait l'islam c'est une religion de paix. Je suis pas croyant, hein, je suis athée à 100%. Mais ça m'a permis de comprendre que en fait ce qu'on voit à la télé, que les attentats ça n'a rien à voir avec cette religion, et que c'est un prétexte en fait, et que ça n'a rien à voir. Et je me suis retrouvé vraiment beaucoup dans ces études, dans cette langue, et le Maroc parce que bah, j'avais connu déjà les États-Unis, j'avais été pris pour partir à Oklahoma, à l'université d'Oklahoma. J'avais été pris dans l'autre université américaine de Kansas. Mais je trouvais ça dommage de me dire, bon, je vais faire 2 fois les États-Unis, c'est bien, alors que je pouvais vivre une autre culture.
euh, dans une autre, enfin avec une autre langue, etc. Et le Maroc m'a plus attiré. Il y avait aussi le côté financier. C'était moins D'accord. cher au Maroc que les États-Unis. Et parce que j'avais toujours mon prêt bancaire de l'année Aspire, quoi. Ah ouais. Donc bon, rajouter des, bon bref, voilà, Et tu es Maroc. parti combien de temps au Maroc? Un semestre D'accord. d'études, donc à Marrakech. D'accord. Donc En voilà. troisième année peut-être? Ouais, L3, dernier trimestre de la Ouais. L3. D'accord. Donc là, pareil, t'es dans une école où les gens sont brillants, où il n'y a pas forcément une compétition, mais tu sens qu'il va falloir que tu bosses. Mais il me fallait un challenge, et le challenge de me dire, allez, essaye d'être dans le haut du panier de ta classe, sachant que c'était des gens qui, les Marocains, Marocaines qui avaient dans ma classe, c'était des gens qui bossaient, mais comme j'ai rarement vu des gens bosser des cours comme ça, quoi. Ah ouais. C'est l'hygiène de travail, ça reste jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin en train de bosser, alors qu'il n'y a pas partiel le lendemain, hein, mais sur des... Alors, est-ce qu'il y a cette envie de réussir qui est totalement forte, peut-être? Et j'ai essayé de m'inspirer de ça aussi. Donc mes collègues de l'époque en parleront mieux que moi, mais je m'étais organisé un petit espace où je bossais, où je restais beaucoup de temps et tout. Et puis je parlais beaucoup avec les gens qui bossaient de cette manière-là. Je les invitais à manger ou quoi, parce que je voulais savoir comment est-ce qu'ils s'organisaient. Euh, et puis ça m'a servi après dans mon master, encore une fois. Alors là, c'est pas le parallèle entre le sport et la vie de tous les jours. Là, c'est le parallèle entre les études et la vie de tous les jours, mais voilà, j'ai appris aussi cette hygiène de travail scolaire là-bas au Maroc. Quand je dis que c'est des bosseurs, ceux qui avaient dans ma classe, c'était vraiment poussé à l'extrême, quoi. C'était des Joseph Gomis des études en fait. C'était les Joseph Gomis des études, on peut dire ça. C'était D'accord. ça, exactement. Exactement. Et puis il y avait... Ce qui m'a le plus marqué au Maroc, c'est l'entraide. C'est l'entraide entre les élèves. Ah ouais. Mais il y avait des cours que j'avais pas pu prendre, par exemple, mais je pouvais demander à n'importe qui, on me filait les cours. Si j'avais besoin de quoi que ce soit, on pouvait... Et donc, ça m'a appris aussi ce partage de, t'as besoin d'aide pour les cours? Bah, pas de souci, je vais t'aider. Et quitte à ce que je finisse plus tard, moi, mais je vais t'aider. Et donc, il n'y a pas cette compétition de dire, moi, il faut que je sois meilleur qu'un tel ou, non, c'est, faisons en sorte d'être tous meilleurs les uns avec les autres, quoi. Hmm. Et ça, c'est, je sais pas si c'est lié à la culture marocaine, je pense qu'il y a une partie de ça, mais, enfin, l'entraide qu'il y avait, l'entraide et l'hygiène de travail, c'est deux choses qui me resteront euh, à vie, quoi, par rapport Hmm. à la culture marocaine et ce que Ouais. j'ai appris là-bas. Bon, super, super. Et après, du coup, retour en France. Retour en France, à l'IAE Clermont-Auvergne, donc dans un master de management stratégique entrepreneuriat. Alors c'est pas ce master-là qui m'a donné envie de faire Reaching Sport, c'est plutôt l'inverse. J'avais cette idée Reaching Sport bien avant de partir, même bien avant de partir au Maroc, puisque je suis parti en 2018 au Maroc et j'ai eu mon statut étudiant entrepreneur en 2017. D'accord. Donc c'était bien avant et là en l'occurrence c'était un master management stratégique dans un IAE, donc dans une structure quand même réputée. Euh, Entrepreneuriat, sport, santé, qualité de vie, tout ça. Ouais, ça te parlait bien. Je pense pas qu'il y avait un dans le titre en tous les cas, je pense pas qu'il y avait un meilleur master pour mon projet, quoi. D'accord. Voilà. Et D'accord. Et ce master, du coup, tu l'as terminé quand? Il y a pas si longtemps que ça? il y a pas si longtemps que ça. Alors j'ai pas connu les cours en ligne comme ce qu'on connaît en ce moment là, parce que on a été confiné un mardi au mois de mars et que mes cours se terminaient le lundi, la veille. Donc j'ai eu une chance incroyable et j'ai fait le stage je me suis pris, on va dire, pour grossir le trait, je me suis pris en stage dans Reaching Sports. D'accord. Euh, enfin, j'étais même alternant chez Reaching Sport, donc du coup, j'ai pu travailler à fond là-dessus et j'ai fait ma soutenance au mois de septembre. Donc, je suis, je sais pas comment on dit, titulaire de mon master depuis le mois de septembre 2020. D'accord. 2020, ouais. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Euh,
Bon, je vais revenir à des questions. Alors, on va voir comment elles vont s'adapter à notre thème, mais je vais revenir à mes questions un petit peu qui reviennent un petit peu à tous les épisodes. Euh, donc là, je vais te poser la question. Après, tu vas décider dans quel cadre tu y réponds. Vas-y. Quels sont les clichés faux par rapport au domaine dont on parle. Donc ça peut être par rapport bah, au thème central, l'impact du sport dans la vie quotidienne. Ça peut être par rapport à la progression dans le sport. Même si on déconnecte ça, mais vu que ça reste quelque chose d'important dans la progression dans le sport, la progression dans le basket. Voilà, quand on connaît pas trop ces domaines-là, qu'est-ce qu'on a tendance à penser et qui est pas forcément juste. Je pense un des clichés principaux, c'est il faut pas être le meilleur joueur du monde pour que le sport ait un impact dans sa vie quotidienne. C'est-à-dire que n'importe quel joueur qui joue en départemental, en régional, même en national, sa pratique sportive peut avoir un impact positif sur qui il est, Ouais. sur son hygiène de travail, sur son approche aux gens, sur son approche de vivre en communauté, etc. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être le meilleur joueur de la planète, le meilleur joueur de ton équipe pour en tirer les bonnes leçons du sport. Hmm. Je pense que ça, c'est un des clichés. Euh, je sais pas si ça répond totalement au thème, mais il y a un des clichés qui est assez, enfin que je me suis rendu compte au fur et à mesure, c'est qu'il suffit pas de beaucoup travailler pour réussir. Il faut aussi travailler intelligemment et régulièrement. Je pense que ça, c'est on dit toujours, les Américains disent toujours hard work, etc. Faut bosser plus que les autres, mais enfin, tu peux courir sur place, quoi. Tu fais les efforts, tu cours, tu perds des calories, t'as tout, mais tu fais du surplace. Euh, et je pense que ces trois, alors je sais pas si ça correspond à ta question, mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est un des clichés pour moi. J'ai toujours pensé que plus tu travaillais, plus tu avais de chances de réussir. C'est le cas, mais il faut que tu travailles dur, intelligemment et régulièrement. Et si tu en enlèves un des trois, il y a tout qui s'écroule. Si tu travailles intelligemment et régulièrement, mais que tu travailles pas dur, c'est mort. Si tu travailles dur et régulièrement, mais que c'est pas intelligent dans ton travail, c'est mort aussi. Enfin, tout ça fait que il faut être il faut être très réfléchi quand on travaille dur. Il faut travailler dur, mais il faut être très réfléchi et il faut le faire régulièrement. Donc ça, c'est un des clichés et ça rejoint aussi le sport. Hein. Tu peux aller au parc à côté de chez toi faire 350 shoots le matin, 350 shoots l'après-midi, 350 shoots le soir. Mais si tu le fais pas dans des conditions de match, si tu le fais pas avec des efforts de match, si tu le fais pas dans un mouvement dans lequel tu peux te retrouver en match, bah tu seras très bon à 1 contre 0 avec à tirer sans rythme, quoi. Hmm. Ça c'est un des clichés. Et, ouais, je pense que c'est les deux clichés principaux. Très bien. Et du coup, à l'opposé, sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer quand on veut, alors ça va pas forcément être notre objectif à proprement parler, mais imaginons qu'on veuille se servir du sport pour devenir une meilleure personne. Mm. C'est un peu, c'est un peu cliché comme je le dis, hein, je suis désolé du coup, mais sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer? Je pense que c'est pas forcément cliché. Et je pense qu'apprendre à être un bon coéquipier, dans le sens large du terme, c'est-à-dire sur le terrain, en dehors du terrain, etc., enfin, je saurais pas comment le formuler, mais euh, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer parce que encourager les gens, euh, parler aux gens d'une certaine façon, euh, je pense que c'est quelque chose qui se retranscrit dans la vie de tous les jours. Enfin, je veux dire, si t'es le gars qui gueule tout le temps sur un terrain de basket, tu vas être t'as de grandes chances que tu sois le mec qui gueule tout le temps sur ses collègues, quoi. Alors que c'est pas du tout, enfin, j'ai l'impression de m'égarer dans ce que je dis, mais, euh, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Être un bon coéquipier, être un travailleur, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer.
dans la vie de tous les jours. Ouais. Si tu devais en retenir qu'un, tu penses qu'il vaudrait mieux être un gros travailleur ou un être humain qui va être positif envers les gens de sa communauté, qui va. Alors je sais c'est stupide. Dans l'idéal il faudrait vraiment les deux parce que ça nous apporte des choses différentes. Mais si tu devais en retenir vraiment qu'un. Être un bon coéquipier. Ouais. Bah, largement. Il y a même pas débat. Il y a même pas débat là-dessus. Enfin, ça a beaucoup plus de richesse déjà personnelle d'être un bon coéquipier que d'être un gros travailleur. Et puis la bienveillance, tout ça. D'ailleurs, c'est des valeurs que j'essaye de mettre aussi sur le projet Reaching Sport. Je pense que, enfin, je sais pas, je saurais pas comment l'expliquer, mais vaut mieux être une bonne personne vaut mieux être une bonne personne qu'une personne qui réussit. Ouais. D'accord. Enfin, dans ma mentalité, ça me paraît être évident. Si Reaching Sport marche bien et que ça décolle, etc., et qu'on me félicite pour mon travail, qu'on me pose cette question en me disant est-ce que on te félicite pour ton travail ou pour la personne que tu es, bah, la personne que je suis 1000 fois. Je suis plus concentré à essayer d'être une bonne personne que de réussir dans mon entreprise, quoi. C'est mon point de vue perso. Je sais qu'il faut les deux, mais ouais, non, être un bon coéquipier, c'est trop souvent oublié dans les clubs et pourtant c'est ce qu'il y a de plus important. Non, ça me parle vraiment. Ça me parle vraiment parce qu'effectivement, à part, enfin non, j'allais dire à part, non, mais même Michael Jordan pendant des années en NBA il a pas gagné, alors que il était déjà à ce moment-là le meilleur du monde largement. Mais enfin, alors évidemment, je parle dans les sports collectifs, je parle entrepreneuriat aussi, je suppose, hein, mais on gagne pas tout seul, quoi. On peut pas gagner tout seul, c'est pas possible. Je vais te poser une question que je me suis posée la dernière fois. Toi qui es basketteur, tu préférerais être coéquipier de Jordan ou de LeBron? Bah après avoir alors bon, humainement, moi, je je suis un parle. petit peu plus vieux que toi, mais en particulier donc j'avais un peu entendu parler de Michael Jordan quand il jouait encore et quand il jouait encore aux Bulls, et encore que non, j'étais un peu petit, mais bon. Mais après avoir vu The Last Dance, encore plus, j'aimerais pas être vraiment un coéquipier de Michael Jordan. Voilà, clairement. Et moi, je vais te dire, hein, je vais te dire de qui j'aurais le plus aimé être coéquipier. Alors peut-être que tu pourras deviner, j'en sais rien. Mais de qui j'aurais le plus aimé être coéquipier et le joueur qui. Alors évidemment, j'étais un méga fan de Kobe. Ça c'est clair parce qu'il était incroyable. Mais un joueur qui a eu peut-être moins d'impact sur la NBA, enfin qui a eu clairement moins d'impact sur la NBA, mais que j'adorais absolument, et c'est un Français. Et lui, j'aurais bien aimé être son coéquipier. Est-ce que tu as une idée? Et c'est pas le premier auquel on peut penser. Ça commence par Boris et son nom de famille ressemble à Dio. Gagné, voilà. C'est vraiment moi, c'est un de mes joueurs préférés, si ce n'est mon joueur préféré depuis que je regarde la NBA, depuis 20 ans que je regarde la NBA, voilà, c'est un de mes joueurs préférés dans un style complètement différent de Kobe que j'adorais aussi, quoi. Mais ouais, clairement. Un mec qui refuse une clause de contrat, un bonus de contrat de 500 000 euros s'il reste en dessous d'un certain poids et qui te répond non parce que les raclettes avec mes potes ça vaut quand même 500 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un mec en or. C'est un mec en or parce qu'il a ce côté. Même quand tu vois les reportages de l'équipe de France à l'époque, il y vient en colo, quoi. Il vient pour gagner, mais il vient pour prendre du plaisir aussi humainement, quoi. Ouais, et puis je sais pas, et puis même sur le terrain, ça se voyait, quoi. Le fait qu'il cherchait ses coéquipiers pour les mettre en valeur. Voilà, moi je me rappelle, j'ai une image en tête. Il était très très jeune. Je crois bien qu'il jouait à Pau encore, ou enfin quelque chose comme ça. Et je me rappelle l'avoir vu. Peut-être que mon imaginaire a pris le dessus, mais tenter un dunk de la ligne des lancers francs en match, quoi. Il l'a raté parce qu'il y a eu une faute. Mais voilà. Et on se rend pas compte quand on a connu le Boris Dio de la fin de carrière qui était un petit peu lourd, qui jouait tout sur la technique, mais c'était un joueur incroyable. Et malgré ça, il impliquait tout le monde, ouais. Il y a même une anecdote qui est folle là-dessus, elle est retrouvable sur internet facilement. C'est avant qu'un joueur rentre en NBA, il fait des tests physiques.
à quelle vitesse il court, ses Quelle hauteur déplacements il saute? latéraux, à quelle hauteur il saute. Et le record jusqu'à il y a pas si longtemps, c'était Boris Dio qui l'avait. Ah bon? Ouais. Et l'anecdote derrière, c'était, il est arrivé en claquette, il a regardé le truc, donc c'est un espèce d'une tige avec plein de petits traits là, il faut taper les traits et en fait ça te dit t'as des temps. Et il a regardé comme ça, ouais, il a enlevé ses claquettes, pieds nus, bam, record. Ah ouais, ah ça je Et savais pas. ça c'est retrouvable sur internet cette anecdote. Tu vois donc et puis même moi j'ai un souvenir de lui quand j'étais allé fan absolu de l'équipe de France, j'étais allé les voir quand ils faisaient des matchs amicaux à Paris, je crois que ça devait être le match contre le Portugal, je crois. Et j'ai attendu la fin de l'entraînement pour que les joueurs passent et aillent dans le bus. Il y avait Joseph Gomis qui m'a reconnu après 2 ans, donc ça m'avait fait chaud au cœur. Et le seul qui s'est arrêté devant nous pour nous parler, c'était Boris Dio. Le seul, j'ai réussi à avoir une seule photo, c'est avec Boris Dio. Et enfin, on l'attendait dans le bus. Il m'a vu tout petit avec j'ai encore la photo. Hein. Il m'a vu tout petit avec mon stylo et mon carnet en train de. Et c'est lui qui s'est arrêté. Il m'a posé des questions. Tu joues où, machin et tout. Enfin, pas, il est pas resté un quart d'heure à boire le café avec, mais et puis il est reparti. Et tu vois, c'est des joueurs incroyables. Ouais. Donc voilà, c'est ma réponse à ta question Ouais, entre LeBron et Jordan. J'aurais bien aimé jouer avec Boris. ouais, Mais bon, mais ne nous le cachons pas, c'est vrai que de côtoyer régulièrement des gens comme eux que j'ai admiré toute ma vie. Alors LeBron c'est un petit peu différent parce que j'étais un petit peu plus grand par rapport à Kobe. Tiens, hum, j'étais un petit peu plus grand. Euh, et puis euh, et puis c'est un joueur auquel c'est encore plus difficile de s'identifier. Bon, Kobe, évidemment, j'ai pas le même physique qu'avec Kobe et tout, mais LeBron, c'est un monstre physique différent, si tu ça veux, c'est comme sûr. j'aurais pas pu m'identifier à Shaquille O'Neal ou voilà. Après, moi, effectivement, je m'identifie plus à Steve Nash pour mes capacités physiques, ça c'est clair. Mais mais voilà, il y a quand même ce côté-là aussi qui fait que LeBron, j'admire sa carrière et tout, et je crois que je l'aime de plus en plus Hum. au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que là, ces dernières années, quand je vois que il a beau vieillir, comme tout le monde, hein, les années qui passent, ça nous fait vieillir littéralement. Mais je me demande s'il est pas encore meilleur maintenant qu'il y a 10 ans. Je trouve ça incroyable. Ouais, je pense qu'il a trouvé le juste milieu entre sa science du jeu et je pense que physiquement il est à son pic. Je pense que là il va commencer à diminuer, mais il est tellement au top en termes de QI basket et physique que là il est à son prime à 360 degrés quoi. Mm. Il est vraiment pour moi et je pense pas qu'il puisse remonter à partir de ça. Bon, après on dit ça chaque année, mais bon. Ouais. Est-ce que tu aurais une ou plusieurs ressources à pardon, excuse-moi. Je recommence. Que tu aurais une ou plusieurs ressources à conseiller aux gens. Donc quand je parle de ressources, c'est des livres, site internet, chaîne YouTube. Alors tout à l'heure, tu nous as parlé d'un livre. Est-ce que tu peux le mentionner à nouveau? Ce Ouais, livre Relentless, je crois que tu l'as appelé. Relentless en anglais de Tim Grover Ouais. et en français ça doit être La méthode du succès de Tim Grover, trouvable assez Ouais, mais facilement. de toute façon, voilà, les références mentionnées par les invités, je les mets dans les notes d'épisode, et je Parfait. parle des notes d'épisode à la fin, à la toute fin de l'épisode dans le générique. Et donc, je vous dis comment les retrouver, et vous aurez juste à cliquer pour trouver un lien vers ce genre de référence. Donc ouais, donc ce livre-là, tu penses que ça peut être intéressant pour Ouais. une lecture intéressante? Après, pour être honnête avec toi, je lis énormément. Il y a ma bibliothèque qui est juste à côté, mais vraiment quotidiennement beaucoup. Celui-là, c'est le premier qui m'a lancé dans la lecture. C'est à partir de ce moment-là que j'ai eu un déclic. Donc c'est normal que je le mentionne. Euh, il y en a tellement, il y en a tellement. Euh, ouais, celui-là serait pas mal. Il y a un livre il est en anglais celui-ci de Coach K. Alors le nom, je l'ai pas en tête forcément. Je te l'enverrai. Ouais. Qui parle justement de la vie en groupe, de ce que c'est que de gagner et qu'en fait un match de basket c'est pas binaire, c'est pas gagné ou perdu. Tu peux perdre un match et très bien joué, tu peux gagner un match et très mal joué. Après, euh,
tout ce qui est moi je suis très sensible, on en a parlé tout à l'heure, au stoïcisme, parce que personnalité très très stressée, donc le stoïcisme permet de m'apaiser, donc par exemple le manuel d'Épictète, c'est un livre qui me parle bien. euh, ouais, je dirais déjà ça, c'est pas mal, ouais. C'est 3 livres déjà pour Déjà commencer? c'est pas mal, ouais, ouais. Après, en termes de chaîne YouTube, alors je vais me permettre de juste de regarder vite fait. Euh, Gary Vee, pour moi, bah alors c'est pas très sport, mais entrepreneuriat, je trouve que c'est l'un des rares qui ne vend pas du rêve et qui arrive pourtant à motiver. Gary Vaynerchuk. Euh, Daily Stoic, c'est en anglais, c'est sur le stoïcisme, c'est des vidéos un peu explicatives. D'accord. C'est pas comment il s'appelle? Ryan Holiday? C'est Ryan Holiday Ouais. qui fait ça, ouais. D'accord. Auteur Il que y a une j'aime. chaîne YouTube parce que moi j'avais une newsletter en tête qui s'appelait comme ça. Et, bah, alors il a sa chaîne YouTube à lui et il a Daily Stoic qui est mais totalement consacré au stoïcisme. D'accord. Et ça, je regarde beaucoup. Une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, alors là, ça n'a rien à voir avec le sujet auquel on parle, que j'aime beaucoup écouter en mode podcast, c'est Le Percepteur, qui parle justement des différents courants philosophiques, etc., sous forme d'un petit format d'une trentaine de minutes. C'est super bien travaillé, c'est superbement accessible, et ça me plaît beaucoup. D'accord. Et c'est français? C'est français. Eh ben une première. Une première, Parce que et depuis tout à l'heure, on parle quand même beaucoup d'Américains. Alors moi, ouais, je suis pas surpris, hein, mais ben, l'avantage que du fait que je parle couramment anglais, c'est que ça m'ouvre des horizons fous ouais, en termes de ressources. Et voilà, mes percepteurs, j'aime bien quand je fais un peu de sport ou la vaisselle, etc. Je mets son podcast et j'écoute et j'adore, vraiment, d'accord. j'adore. Euh, et quel autre ouais, je crois qu'on est pas mal déjà là. Ouais, c'est pas mal, hein, parce que déjà, déjà si les auditeurs te écoutent ou regardent tout ce que tu ou lisent tout ce que tu as mentionné, ça va les occuper un moment. Euh, Ouais. bien. Qu'est-ce que les auditeurs et les gens qui te regardent sur YouTube, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour toi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ta cause, ta mission, n'importe. Est-ce que c'est s'abonner à ton contenu? Est-ce que c'est travailler sur eux-mêmes? Est-ce que c'est se mettre au sport? Est-ce que c'est chercher un club pour faire du sport collectif? Euh, Vraiment, ce qui compte vraiment pour toi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Alors, j'ai lancé Reaching Sport pour les raisons dans lesquelles on a évoqué, donc l'épanouissement sur et en dehors du terrain, pour grossir le trait. Ouais, Donc ça, c'est quelque chose, c'est ma cause principale, quoi. Si je crée une entreprise aujourd'hui, mais je m'en fous de savoir combien de zéros je vais me faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'impacter les gens positivement avec Reaching Sport. Ça, c'est vraiment important là-dessus. Après, j'ai le souci de me dire, j'ai pas encore sorti mon produit phare qui va sortir courant mai, qui va appuyer à fond ça. Donc, s'abonner à mon contenu, partager, éventuellement me donner des idées aussi. Je suis très présent en MP, en message privé. Euh, voilà, me donner aussi des idées de ce qui pourrait être fait. Reaching Sport, c'est fait pour les utilisateurs, c'est pas fait pour me faire plaisir, c'est pas fait pour faire plaisir à qui que ce soit, c'est fait. Si je fais quelque chose qui moi me tient à cœur, mais auquel ma communauté se retrouve pas, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui compte, c'est d'aider le plus de personnes possible à travers ça, de manière bienveillante et honnête, on va dire. Donc c'est ouais, bah déjà s'abonner dans un premier temps, et puis une autre cause qui n'a rien à voir avec mon projet, mais on vit une crise Covid assez forte, ça impacte beaucoup les clubs amateurs, comme les clubs professionnels, et c'est de se dire, ok, il n'y a pas eu beaucoup de compétitions cette année, il y en aura peut-être pas du tout. Je sais pas, j'ai pas d'infos particulières, mais réinscrivez-vous l'année prochaine et soutenez ce magnifique sport.
Voilà, ça serait déjà pas mal. S'abonner, me donner leur avis et me donner l'avis et s'inscrire au basket, continuer à jouer, ça serait parfait. D'accord, d'accord. Et du coup, comment on s'abonne? Où est-ce qu'on s'abonne? Et quel est le moyen que tu préfères si jamais il y a des auditeurs qui veulent te parler, te poser des questions, quel moyen que tu préfères pour qu'ils te contactent? Alors, de préférence, j'aimerais qu'on suive ma page Instagram, donc tout D'accord. attaché, Reaching Sports avec un S, tiré du 8, basketball tout attaché. Ça, Ok. c'est ma page Instagram. D'accord. Donc Euh, pareil, je la remettrai, je l'écrirai dans les notes d'épisode, hein, pour être sûr de pas la louper. Super. Donc là, je suis aussi accessible en message. C'est moi qui gère tout. Donc dès qu'il y a un message, je réponds à tous les messages. D'accord. Donc il y a pas de souci là-dessus. Euh, Sinon, plus personnellement, peut-être je dirais LinkedIn. D'accord. Donc Mathis Coatrieux, comme c'est marqué sur le nom de l'épisode, Ok. disponible là-dessus. Voilà. Ok. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, vraiment, que j'ai pas abordé? Je t'ai pas posé de questions qui t'ont amené, que t'aimerais mentionner avant qu'on termine l'épisode, parce que là, on arrive vers la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de dire, que tu veux préciser? Euh, Quelque chose qui me vient en tête tout de suite qu'on n'a pas parlé, mais qui n'était pas forcément prévu initialement, c'est de dire aux auditeurs que le meilleur investissement à faire, c'est sur soi-même. Pas forcément dans une démarche de lecture, pas forcément dans une démarche sportive, mais dans une démarche humaine, c'est-à-dire toujours se poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux. On en a un tout petit peu parlé, mais je pense que c'est important de souligner ça. Et c'est un message que je souhaite développer le plus possible. Faut pas avoir peur d'investir en soi et de croire en soi et voilà. D'accord. Je vais quand même rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, et là, ça m'y fait penser à nouveau. Ouais. Je crois que tu parlais du livre de Coach K, Krzyzewski, je crois, on Ouais. prononce. C'est pour ça que j'ai dit Coach K, je sais pas comment on prononce. Je crois que c'est à peu près comme ça. Donc on précise, hein, pour les gens qui sont pas familiers, c'est un coach un peu légendaire de basket universitaire. Euh, et euh, et tu disais tout à l'heure, que dans son livre, en gros, un des messages qui ressortait, c'est que on pouvait gagner en jouant mal et on pouvait perdre en jouant bien. Mhm. Et qu'au final, enfin ça c'est ma façon de le dire, mais si on veut avoir du succès sur le long terme, il vaut peut-être mieux reproduire régulièrement le match où on aura perdu finalement en jouant bien, voilà, parce qu'en fonction des éléments extérieurs, des éléments qu'on contrôle pas, donc du niveau de l'adversaire par exemple, et ben sur le long terme ça marchera mieux si on reproduit ce qu'on a bien fait, même si le résultat très mathématique, j'ai envie de dire, n'est pas positif. Euh, et par contre, il faut être capable aussi. Donc ça, moi, je l'ai entendu dans un contexte un petit peu différent, dans des mains de poker. Mais il faut être capable d'analyser quand on a fait des mauvais choix, mais qu'on a eu de la chance et qu'on a gagné quand même. Et donc dans le basket, si on a fait des mauvais matchs, mais que l'équipe d'en face était vraiment pas dans son assiette ou qu'elle était plus faible que nous, voilà, et être capable de pas reproduire. On peut être tenté de reproduire ce qu'on a fait quand on a eu des bons résultats, mais être capable de faire la différence entre notre impact, le fait que notre bon résultat a été grâce à nous, grâce à nos efforts, grâce à nos bons choix, et dans l'autre sens, un résultat négatif, un échec, on va dire, mais en ayant fait tout ce qu'on pouvait. Et ouais, et du coup, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire. Alors, analyser ses victoires, analyser les défauts dans ses victoires, parce qu'on est un petit peu feignant, ça je le comprends, c'est pas facile à faire. On se dit ouais, j'ai gagné et tout, on fait de ça et puis on passe à autre chose. Et à côté de ça, bah, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain dans les défaites. Hein. Je pense que c'est quelque chose de très important, et donc tu le mentionnes et tu le mentionnes à nouveau. Donc je voulais juste insister un petit peu là-dessus. Bah, je vais même donner une ressource supplémentaire d'un livre qui a aussi impacté pas mal. Donc j'ai retrouvé là le nom français de ce livre. Ça s'appelle Changer d'état d'esprit de Carol Dweck. En anglais c'est Mindset de Carol Dweck. Et en fait Ouais, c'est cette psychologie-là de dire arrêtons de se concentrer sur les résultats, mais concentrons-nous plus sur notre progression personnelle. C'est-à-dire que
arrêtons de voir les choses de manière binaire et de se dire, par exemple, je sais que j'ai découvert ce livre en écoutant Brad Stevens, le coach des Celtics, qui utilise aussi ce système-là. Et c'est de se dire, lui, il dit, se concentrer sur le fait de grandir en équipe que le fait de gagner des trophées. Et en fait, gagner des trophées, ça sera juste une sorte de... Une conséquence. Ouais, une conséquence. Et de se dire, on s'arrête pas là, quoi. Faut toujours chercher à être un petit peu meilleur. Et lui, il l'a fait tout de suite en arrivant à Boston, où il arrive dans une équipe qui est totalement en reconstruction. Il gagne un petit peu de match au début. L'année d'après, il est encore meilleur, puis encore meilleur, puis encore meilleur, puis dans le top 2, puis je me demande même s'il n'est pas déjà arrivé premier de la conférence Est. Et donc, il est dans cet état d'esprit-là de se dire, j'ai les mots anglais, mais focusing on growth, not on trophies. Se concentrer sur le fait de grandir que le fait de gagner des trophées, quoi. Ouais. Et ça, c'est un livre qui est un pavé parce que c'est de la psychologie, faut quand même s'y connaître un petit peu pour tout assimiler, mais c'est un livre qui a eu énormément d'impact sur ma façon d'aborder les choses tous les jours. Et je parlais du coach Kay là, et le coach qui a le plus d'impact pour moi, et il a écrit aussi pas mal de livres, c'est le coach John Wooden, qui a gagné énormément de matchs de championnat universitaire, je saurais pas dire le nombre, avec UCLA. Et c'est le coach aujourd'hui qui a eu le plus de victoires dans le basket de l'histoire. Et c'était, avant d'être un coach, c'était un être humain incroyable. Un être humain incroyable. Et il a essayé, en coachant, d'impacter les joueurs aussi dans leur vie quotidienne. Et il a eu une phrase dans une interview qui m'a marqué. Le journaliste lui demande quel est le joueur dont tu es le plus fier que tu as eu. Il a eu Karim Abdul-Jabbar, il a eu... il me semble que c'est Karim Abdul-Jabbar, hein, mais... Enfin bon, il a eu des joueurs incroyables. Et il a dit, non, celui dont je suis le plus fier, vous le connaissez pas, c'est un tel, il est ingénieur aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il est arrivé, j'aurais pas mis une seule pièce sur le fait qu'il fasse partie de mon équipe. Mais il est arrivé et il a bossé, et il a bossé, et il a bossé, puis il a grappillé des petites minutes, puis il a jamais baissé les bras, puis il a continué, etc. Et il dit, pour moi, lui, c'est ma plus grosse réussite. C'est mon joueur qui a... Ma plus grosse réussite personnelle dans le coaching, c'est lui. Et c'est un nom, il n'a pas joué en NBA, il a jamais été titulaire dans son équipe, mais par contre, c'était un bosseur, c'était un être humain incroyable, et donc, c'est sa plus grosse fierté. Et donc, j'essaye, moi, de tourner mon coaching un peu là-dessus, et donc de tourner Reaching Sport aussi, un peu là-dessus aussi. Super, super. Bon, dernière question. Allons-y. Est-ce que, en une phrase ou en très peu de phrases, en ultra résumé, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne de cet épisode après l'avoir écouté? La question est dure, hein. La question est dure. C'est pour ça que je la garde pour la fin. La question est dure. Je dirais qu'il y a tellement de richesses dans nos pratiques, que ce soit sportives ou autres, qui peuvent nous aider à notre développement personnel. Et le sport est l'image même de ça, et qu'il faut toujours se poser la question quand on fait quelque chose, de se dire, c'est résumé, hein, c'est de se dire, ce que j'ai appris là, est-ce que je suis pas capable de l'utiliser dans d'autres circonstances pour être une meilleure personne, pour être plus performant, tout ça. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est résumé? C'était une phrase, mais une phrase longue, donc. Non, mais après je te dis, c'est une ou plusieurs phrases, mais vraiment parce que c'est quand on parle comme ça, c'est des épisodes qui durent longtemps. Principes fondamentaux, c'est des épisodes qui durent longtemps, où on prend notre temps. Mais après, ça, je trouve que c'est bien de terminer sur quelque chose même si on parle encore un petit peu derrière là aujourd'hui, mais de terminer sur quelque chose qui représente vraiment ce qui est le plus important pour toi et ce qui est un de tes principes fondamentaux, en fait. Ouais, c'est ça. C'est quoi qu'on fasse, essayer de le retranscrire sur autre chose, parce que ça peut être un impact positif, peu importe l'expérience, dans un autre domaine. Bien. Merci Mathis. Il n'y a pas de quoi, avec plaisir. C'était un bon moment. J'ai passé un vrai bon moment, donc super. Eh ben, tant mieux. Moi aussi. Et on mettra tous les liens dont tu nous as parlé, les liens perso et les liens vers les ressources extérieures dont tu nous as parlé dans les notes d'épisode.
Et on mettra le lien vers ta boutique en ligne pour tous ceux qui, vas-y, baisse un petit peu la caméra pour tous ceux qui auront vu ton beau t-shirt. Et qui voudront s'en offrir un ou en offrir un, on mettra ce lien aussi dans les notes d'épisode. Merci encore et à très bientôt, Mathis. Merci à toi, avec plaisir.